Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. N'Actu comme tous les soirs de la semaine du lundi au vendredi à 19h pour décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire ce soir, le journal décalé de Victor Pérez-Boucheron pour tout savoir de l'actualité des réseaux sociaux. On va parler d'un nouveau rebondissement dans l'affaire Justine Vérac avec les résultats de l'autopsie de la jeune femme de 20 ans et puis l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine en fin d'émission. N'Actu, la seule émission où l'on arrête de fumer tout en se laissant pousser la moustache. C'est parti. Et N'Actu débute comme tous les soirs avec le journal de Victor Pérez-Boucheron. Qu'est-ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat et tutti quanti? Victor Pérez-Boucheron va répondre à cette question. Salut Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, on va débuter tout d'abord avec le top 3 des infos du jour. Les 3 infos du jour qu'il faut retenir en ce 1er novembre, Benjamin. Le premier jour donc, du mois marque le début de la trêve hivernale et donc l'interdiction aux propriétaires d'expulser leurs locataires, mais également l'obligation de se munir de pneus neige dans les régions concernées, dans les départements également concernés, soit donc les massifs montagneux. Les carburants et leur remise de 30 centimes sont également prolongés jusqu'à la mi-novembre. Et il y a une information importante également qui concerne les deux roues. Victor, ça fait pas mal jaser. Effectivement, les deux roues devront très probablement se présenter au contrôle technique. Dans un entretien réalisé sur France 2, le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré vouloir que le contrôle technique soit, je cite, le moins pénalisant possible pour les motards. Et on va filer dans les Deux-Sèvres comme très souvent dans N'Actu en ce moment avec l'actualité qui continue du côté de Sainte-Soline. Dans les Deux-Sèvres, la situation se calme doucement à Sainte-Soline où le projet de méga-bassine très controversé avait vu un élan de violence ce week-end. Malgré ça, la préfecture des Deux-Sèvres prolonge ses arrêtés contre les manifestations et les regroupements de personnes jusqu'au mercredi 2 novembre à 7h. Le but est donc d'éviter les rassemblements et la circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège. Cette mesure ne concerne évidemment pas les riverains. Le top tweet du jour, Victor, qui a frappé fort sur le petit média social avec l'oiseau bleu? Es-tu incollable en géographie, Benjamin? Ça va, je me débrouille. Alors, peux-tu me dire où se situe le Listembourg? Alors, on le voit très bien sur la carte qui sera proposée par la régie. Un pays discret, hein, donc régi par une administration elle aussi très discrète, à la limite d'être le petit frère de la Suisse. Une excroissance au niveau du Portugal. Victor, sur cette carte, c'est le Listembourg, ça fait le buzz en ce moment. Eh bien, le Listembourg, oui, il fait parler de lui ces temps-ci, Benjamin. Bon, vous l'avez évidemment compris, hein, ce n'est pas un vrai pays. Il s'agit d'une blague réalisée par l'influenceur Gaspardo sur Twitter avec ce tweet d'origine. Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays. Alors la télévision américaine s'est même emparée de la chose, notamment sur la chaîne Fox News où on peut lire donc sur le bandeau. Sur le bandeau, les Français nous font les Français nous font une blague. Alors, les Français font une blague aux Américains. Alors je vais traduire parce que on sait que Victor n'est pas très bon en anglais. Les Français font une blague aux Américains en créant un nouveau pays. Je n'arrivais pas à voir le bandeau. Alors vu la tête de la personne en plateau, effectivement, ça ne fait pas trop rire outre-Atlantique. Il faudrait peut-être qu'ils changent leur présentateur parce qu'on dirait un présentateur des années 70 sans me moquer de la mèche. C'est plus trop à la mode et je sais de quoi je parle. Victor, le Listembourg, c'est une blague qui perdure. Hein. C'est quand même un buzz incroyable. Il y a également une page Wikipédia qui s'est ouverte à ce sujet, mais il est fermé dans la foulée quelques minutes après. On peut le voir donc cette page Wikipédia sur la célèbre encyclopédie numérique. Victor, il y a même des personnalités qui ont réagi à l'actualité du Listembourg. Effectivement, j'ai retenu un tweet, celui de Julien Febvre, notre confrère de chez Canal+, la célèbre voix de la Formule 1 qui est très impatient de voir rouler les monoplaces en février prochain donc sur ce circuit du Listembourg. D'ailleurs, le top 14 aussi s'est emparé de l'info en disant que les finales 2026 ou 2027, je crois, auraient lieu du côté du Listembourg. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Le top 14, mais pas que. Le 15 de France également a réagi. Ils sont pressés, justement, d'affronter cette équipe du 15 de Listembourg. Allez, on l'avait dit tout à l'heure, Victor, on va parler d'une actualité un petit peu moins réjouissante, même si la violence a cessé. On va filer du côté de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Effectivement, on va partir en Deux-Sèvres à Sainte-Soline où les députés de Nouvelle-Aquitaine, Manon Meunier, Loïc Prudhomme et Lisa Bellucco étaient sur place samedi lors des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les parlementaires ont été bousculés par les policiers. Je vous propose de regarder la vidéo. On est parlementaire.
Vidéo de nos confrères de BFM TV, une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui a fait pas mal réagir. Victor, tu as regardé un petit peu les réactions des internautes. Effectivement, je me suis rendu dans les commentaires de la plateforme Twitter et j'ai épinglé celui-ci de MacGyver. Alors, c'est pas le vrai MacGyver, hein, évidemment, c'est un pseudonyme. Je ne vois pas trop qui sème le trouble. Une écharpe de député n'est pas un passe-droit. Quand les forces de l'ordre vous demandent de reculer, vous reculez, élu ou pas. Alors on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'une écharpe justifie le fait d'avoir un passe-droit et de se présenter devant les forces de l'ordre sans être inquiété? Eh bien non, une écharpe, même avec les couleurs de la République, n'offre pas d'avantage. Et si on a une écharpe avec un col roulé en dessous? Ah là c'est différent, faut demander à Bruno Le Maire. En tout cas, merci beaucoup Victor, on te retrouve dès demain pour une nouvelle édition de N'Actu et du journal décalé des réseaux sociaux. Merci Victor. Merci Benjamin. Et on continue cette édition de N'Actu avec les suites de l'affaire Justine Vérac. Je vous rappelle que Justine Vérac est une jeune femme de 20 ans qui avait disparu le 23 octobre dernier. Comme le montre cette alerte disparition de la police nationale que vous voyez à l'écran, elle a été retrouvée morte le 27 octobre dernier sur la commune de Bénat en Corrèze. Lucas, un jeune ouvrier agricole de 21 ans, a été placé en garde à vue puis mis en examen et incarcéré. Il a tout simplement avoué le meurtre et localisé le corps. L'autopsie de la jeune femme a révélé ce lundi qu'elle avait reçu des coups avant d'être étranglée. En revanche, il est encore trop tôt pour savoir si la jeune femme a été droguée ou non. À noter qu'une cagnotte Litchi a été mise en ligne par la famille de Justine pour financer les obsèques de la jeune femme qui était très appréciée. Une minute de silence a également été respectée ce week-end. C'était lors de la rencontre de Top 14 à Amédée-Domenech entre Brive et le Racing 92. On se retrouve dans un instant pour la suite de N'Actu. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 20h. On va parler de Movember, on va parler également du mois sans tabac qui débute aujourd'hui et puis évoquer l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine avec les interventions de nos députés du côté de l'Assemblée nationale. Tout cela après une petite bande-annonce concernant la route du Rhum. Dans 5 jours maintenant, le départ de la route du Rhum du côté de Saint-Malo. Ne bougez pas, N'Actu, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial. Demandez plus à vos documents. NATV vous donne rendez-vous pour le départ de la route du Rhum les samedis 5 et dimanche 6 novembre dès 11h. Un dispositif exceptionnel avec des invités, les dernières infos et les images incroyables du départ. La quotidienne Océanos spéciale Route du Rhum est à retrouver du lundi au vendredi de 21h à 22h sur NATV et de 18h à 19h le week-end pour tout savoir en direct de cette course mythique. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial. Demandez plus à vos documents. Everial, demandez plus à vos documents, vous a présenté la route du Rhum 2022 destination Guadeloupe. De retour dans N'Actu comme tous les soirs sur NATV, nous sommes ensemble pour décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. On va parler Movember mais également mois sans tabac puisque vous le savez nous sommes le 1er novembre et ça débute aujourd'hui. Vous allez donc voir apparaître des moustaches du côté de la région Nouvelle-Aquitaine et un peu partout en France. C'est le cas chaque année au mois de novembre puisque Movember c'est tout simplement la contraction de mots pour moustache et November pour novembre. Les explications en vidéo avec Amaury Dast qui est le chef du service d'oncologie médicale au CHU de Bordeaux. Le mois de novembre, c'est le moment de se laisser pousser la moustache. Non pas parce qu'il commence à faire froid ou que c'est l'anniversaire de Magnum, mais pour soutenir l'action Movember. Movember, c'est le moment de parler des pathologies masculines, notamment le cancer du testicule ou le cancer de la prostate. Le cancer du testicule, c'est le cancer solide le plus fréquent chez l'homme jeune. Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus répandu chez l'homme.
Si vous avez des signaux d'alerte, des masses au niveau des testicules, des problèmes pour uriner, il faut en parler autour de vous, en parler à votre médecin. Plus le diagnostic de pathologies cancéreuses est pris précocement, notamment sur ces pathologies, plus les traitements peuvent être adaptés et meilleure sera la qualité de vie. Il n'y a pas de sujet tabou, il faut en parler. Prenez soin de vous et laissez-vous pousser la moustache. Et je vous donne quelques chiffres pour poursuivre. Chaque année en France, ce sont 60 000 hommes qui sont touchés par le cancer de la prostate. Le cancer des testicules, lui, est également le premier chez les jeunes de 15 à 35 ans. Quant au suicide, 75% des hommes âgés de 35 à 65 ans. Donc, un chiffre assez important. Pour participer à Movember, c'est tout simple. Début novembre, les hommes se rasent de près, se rasent intégralement, puis ils sont invités à se laisser pousser uniquement la moustache. Il faut l'entretenir bien évidemment tout au long du mois. Les boucs et les barbes ne sont pas autorisés. Promis, dès demain dans Actu, je participerai à l'opération et on vous mettra la petite vidéo sur les différents réseaux sociaux de NATV. C'est une cause qui nous touche énormément à la rédaction et c'est promis, à partir de demain, on jouera le jeu. On va voir qu'un autre membre de la rédaction de NATV joue le jeu concernant cette fois le mois sans tabac, puisque c'est une autre opération qui débute en ce mardi 1er novembre, le mois sans tabac. On en parle dans un instant, juste après une petite vidéo, vous allez le voir, qui est signée de l'Agence Santé Publique France. En novembre, c'est mois sans tabac, le meilleur moment pour arrêter de fumer. Vous savez pourquoi ? En vous inscrivant sur le site Moi sans tabac, vous bénéficiez d'un programme en ligne et personnalisé. Vous trouverez aussi, pour vous aider à tenir, des conseils, des jeux et des activités. La possibilité de trouver un tabacologue près de chez vous et de prendre rendez-vous. Et d'autres choses à découvrir. Alors, inscrivez-vous sur le site Moi sans tabac. Et pour parler du mois sans tabac, j'accueille un journaliste de la rédaction. Vous avez l'habitude de le voir, notamment dans la rubrique L'invité de la rédaction. C'est Jean-François Pibre qui est avec moi. C'est notre grand témoin puisqu'il a décidé de profiter de ce mois de novembre pour lui aussi, comme beaucoup de Français, arrêter de fumer. Salut Jeff. Salut Benjamin. Jeff, regardez-le, il est frais, il a le sourire, donc ça n'a pas l'air pour l'instant compliqué. Il va tout nous décrire. Je vous donne juste quelques chiffres avant de parler de ce mois sans tabac avec Jeff. Pour information, selon les derniers recensements du tabagisme en France, en 2020, 31% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré fumer occasionnellement, 25% fument quotidiennement. Chaque année, ce sont près de 75 000 décès qui sont attribuables directement au tabagisme, donc environ 13% des décès survenus en France métropolitaine. Un fumeur régulier sur 2 meurt des conséquences de son tabagisme. En plus, ça coûte de plus en plus cher. Il y a encore une augmentation qui va arriver de la part du gouvernement français. Jean-François, raconte-nous, tu as donc décidé, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de néo-aquitains en ce mois de novembre, de participer à l'opération Mois sans tabac et donc d'arrêter la cigarette. Tu fumes depuis combien de temps, Jean-François ? Alors j'ai commencé comme beaucoup, hein, malheureusement, on commence jeune, donc j'avais à peu près une vingtaine d'années. Alors cela étant, j'ai arrêté 2 fois, une fois 2 ans, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis là, il y a 3 semaines, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête une dernière fois. Et donc depuis 3 semaines, je n'ai pas touché une cigarette. Et on te félicite parce qu'on sait que, Jeff, clairement, tu as arrêté plusieurs fois. On sait que ce sont les 30 premiers jours, hein, les plus compliqués. Après, passer ce délai, c'est toujours dur puisqu'on reste fumeur à vie. Mais les 30 premiers jours, il faut vraiment s'accrocher. Il faut s'accrocher et c'est vrai que j'ai pas commis entre guillemets Benjamin la même erreur si je puis dire que les premières fois, c'est-à-dire que les 2 premières fois j'ai été comme un grand garçon, c'est-à-dire sans rien, sans faire de sport particulièrement, sans mettre de patch, en me faisant confiance. Ça a fonctionné hein, puisqu'une fois j'ai arrêté 2 ans quand même, donc c'est quand même pas rien, mais ça avait été très compliqué. Je me souviens effectivement des premiers jours, du premier mois, on a des spasmes physiquement, on n'est pas très bien.
Enfin, en tout cas moi, et donc j'avais vécu ces périodes de manière très délicate. Or, cette fois-ci, j'ai décidé de me faire accompagner, en effet, et j'ai pris des patchs dès le début, dès le premier jour. Et pourtant, je crois pas forcément à la potion magique, hein, même si j'ai lu Astérix quand j'étais petit, comme toi. Mais franchement, le fait de mettre un patch adapté, ça a vraiment facilité les choses parce que ça permet d'avoir donc très clairement, pardon, une dose de nicotine et on est physiquement, on est super bien, c'est-à-dire que hormis le fait d'avoir peut-être des manques de gestuels, de rituels, de choses que tous les fumeurs peuvent connaître, on n'a absolument aucune conséquence physique. Du coup, on se sent bien et on peut vraiment arrêter de fumer sans trop de soucis, oui. Jeff, est-ce que tu peux déjà nous décrire quelques conséquences de cet arrêt? Parce que même si ça ne fait que 3 semaines, généralement, on a l'habitude de Hum, dire que après 15 jours, on ressent déjà une respiration un peu différente, hum, peut-être des efforts complètement. un peu moins compliqués pour courir, monter des marches. Bref, est-ce que tu ressens déjà les premiers effets? Tu as tout résumé, Benjamin. Effectivement, au bout de 3 semaines, alors déjà, ce qui est assez drôle, c'est l'odorat. Déjà pour commencer, parce que quand on fume, si quelqu'un fume, on s'en aperçoit pas, même s'il est loin. Là, quand je suis dans la rue, par exemple, si quelqu'un allume une cigarette à 20 mètres ou 30 mètres, on va la sentir. Donc là, tiens, on se dit, tiens, déjà on la sent et on se dit que ça sent pas très bon. En plus, cela étant, ça c'est la première chose qu'on note très rapidement au bout de 3 4 jours. Ça vient vraiment très très vite ce sentiment, enfin ce sens quoi, hein, le sens de sentir qui revient très vite. Et puis après, comme tu l'as dit, à l'effort. Sans rentrer dans le détail, pour arriver chez moi, il y a une petite montée bien sympathique, digne des Alpes et de l'Alpe d'Huez. C'était parfois un peu compliqué en fin de journée. Je dois reconnaître que depuis maintenant une bonne semaine, quand je monte, même chargé, eh ben, je souffle beaucoup moins. Donc évidemment, on s'aperçoit, Benjamin, que très rapidement, il y a des effets concrets. Arrêter de fumer, et puis en plus, cerise sur le gâteau, on ne sent plus mauvais. Les vêtements sentent bon, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. On rappelle que la fumée de cigarette contient plus de 4000 substances chimiques. Beaucoup sont toxiques, bien évidemment, et au moins 50 sont cancérigènes. Jean-François, pour décrire un peu, et je suis sûr que plein de téléspectateurs vont vont être d'accord avec tes propos, il y a des cigarettes clairement plus dures que d'autres à arrêter dans la journée. On pense notamment au café qui malheureusement est souvent psychologiquement associé à la cigarette. On pense à l'alcool qui est bien sûr à consommer avec modération. Les temps d'attente aussi. Il y a des cigarettes dans la journée que le corps réclame un peu plus que les autres. Oui, complètement. Après, ce qui est très bien, c'est que grâce au patch, en revanche, toutes les cigarettes, on va dire mécaniques, c'est-à-dire celles que l'on peut prendre sous l'effet du stress, du boulot, celles-ci, elles sont finalement très très faciles enfin, on s'en passe rapidement avec le patch, on les oublie vraiment, mais c'est vraiment plus un souci. Et comme tu dis, le café, ou fin de journée aussi, pas forcément avec un café d'ailleurs, ou un verre de vin rouge ou de vin blanc, c'est peut-être la cigarette détente, celle du plaisir. Parce que quand on fume, c'est aussi du plaisir, c'est pas qu'une drogue toute la journée, ça peut être aussi du plaisir sur certaines. Et c'est celles-ci qui peut-être de temps en temps peuvent manquer, mais encore sur 3 semaines, j'ai pas eu ce sentiment-là tous les jours, hein. Je rassure les téléspectateurs, c'est pas au quotidien que le manque peut se faire sentir. C'est de temps en temps, après une grosse journée de travail, ou le samedi soir, quand on est un peu plus décontracté, ou là, comme on dit, on ferait bien une petite cigarette plus par plaisir, mais finalement, on se dit, bon, je m'en passe depuis 3 semaines, donc autant continuer. Et c'est là où c'est intéressant, puisque moi aussi, hein, je suis fumeur, je vais bientôt m'associer avec Jean-François, mais j'ai discuté avec un tabacologue et la notion de plaisir est importante, Jean-François, parce que souvent on associe avec le verre d'alcool ou avec le café la cigarette plaisir, mais en fait, le plaisir, on le prend encore plus quand on a arrêté de fumer, puisque le goût du café ou le goût du vin apparaît encore plus au palais quand on arrête de fumer. Donc en fait, le mot plaisir est un peu galvaudé quand on est fumeur. Oui, le plaisir est galvaudé, mais c'est vrai que comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, quand on est fumeur à vie, c'est-à-dire que je connais
des amis qui ont arrêté de fumer il y a 16 ans, et j'en discutais avec eux il n'y a pas longtemps en leur demandant, mais est-ce qu'au bout de 16 ans, tu as eu envie de fumer malgré tout? Et très franchement, à 100%, ils m'ont tous dit oui, j'ai de temps en temps envie de fumer, mais justement, le samedi soir, un café, un verre de vin rouge. Donc on l'est toujours. Mais voilà, après dans la balance, il faut savoir se connaître, il faut savoir tous les effets positifs que l'on retrouve. Tu as parlé de l'odorat, on a parlé du goût des aliments, le fait de pouvoir faire du sport, ou tout du moins dans une vie au quotidien qui devient plus saine. Et on s'aperçoit qu'on peut vivre sans, quoi, tout simplement. Donc autant s'en passer. C'est le Et message puis, notion importante, qu'on peut passer. toujours le conseil du tabacologue qui a été récemment reçu sur les antennes de Namédia. Quand on parle du stress, par exemple, on se dit, tiens, j'ai un coup de téléphone pour un entretien d'embauche à passer. Je vais m'allumer une petite cigarette juste avant ou en passant le coup de fil. Ça va me détendre et ça va me permettre d'aller mieux. Le tabacologue nous l'explique très bien, Jean-François. Ça n'a rien à voir avec le stress, hein. La cigarette n'est pas un anti-stress. C'est tout simplement que la dose de nicotine reçue dans le corps soulage l'esprit parce que le corps a besoin de nicotine, c'est une drogue, et donc on va mieux parce qu'on a eu notre dose de nicotine et pas parce que la cigarette est un anti-stress. Ouais, complètement. Et puis, la nicotine, en plus, elle a aussi elle a un vecteur, entre guillemets, ou un facteur plutôt, c'est de dynamiser. Et c'est vrai que, parce qu'il faut être clair, il faut être aussi complètement objectif, Benjamin. Les premiers temps, quand on arrête de fumer, c'est pas non plus la panacée, parce qu'on peut être fatigué. Le corps, il se purge, faut pas l'oublier. Il y a une période de sevrage, avec patch ou sans patch, de toute façon. Et on peut aussi avoir des coups de fatigue, des coups de moins bien, mais ça passe par là, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que parce on ne fume plus depuis 8 jours que subitement on va faire un marathon et que on va jouer au football pendant 3 heures. Non, c'est pas vrai non plus. Ça se fait petit à petit. Donc et tout ce stress qu'on a pu accumuler, parce que la cigarette stresse finalement, et bien ce stress, quand on est fumeur depuis 10, 15, 20 ans ou 30 ans, évidemment, il part pas en fumée, sans jeu de mots, en 3 semaines. C'est pas vrai, mais en tous les cas, c'est un vrai combat, et espérons qu'on parvienne tout simplement eh bien, à vaincre ce combat, quoi, à sortir vainqueur. Sortir vainqueur de ce Et combat qui est loin d'être évident. Tu as tout bien résumé, Jean-François. Juste un petit conseil, peut-être en dehors du patch, Jean-François, un petit conseil à ceux qui, comme toi, vont profiter de ce mois de novembre pour arrêter la cigarette, peut-être d'arrêter progressivement, pas tout d'un coup, peut-être ne pas subir la pression du mois sans tabac ou de l'entourage, arrêter quand on le sent. Je ne sais pas, une petite astuce de vieux briscard, Jean-François? ouais, complètement, oui. Je pense qu'il faut. D'abord, c'est un cheminement personnel, comme dans beaucoup de choses, dans beaucoup de combats. Je pense qu'il faut être prêt. Et ça, c'est vraiment déterminant. Patch ou pas patch, si dans sa tête, on n'a pas décidé d'arrêter de fumer, on n'arrivera pas à arrêter de fumer. De toute façon, c'est évident. Donc, il faut être prêt. Il faut se dire que ça prendra du temps, qu'on peut avoir envie de fumer de temps en temps, mais que c'est pas pour autant qu'il faut retomber dedans, qu'une cigarette peut suffire, en effet, pour replonger. Et ça, c'est vrai, j'en suis témoin parce que j'ai arrêté 2 fois et je peux le certifier. Quand on refume une cigarette, on remet en place dans sa tête finalement un mécanisme en se disant, ben voilà, c'est reparti. On croit qu'on peut gérer une cigarette toutes les semaines. Je pense que c'est compliqué, même s'il y a des gens qui y arrivent, mais je pense que c'est quand même très compliqué. Donc, petit conseil. Et puis, moi, je me suis pas non plus privé de tout, hein, il faut le dire, hein. Je bois du café, je bois un verre de vin rouge de temps en temps, et je ne fume pas pour autant. Donc, on peut bien s'en passer, c'est évident. Et puis, surtout, ne pas devenir également, peut-être, Benjamin, peut-être le petit conseil aussi, c'est de pas devenir, tu sais, l'ancien fumeur pénible, celui qui ne supporte plus qu'on lui fume sous le nez. Là aussi, je pense que quand on a été fumeur, il faut être tolérant aussi avec ceux qui fument encore et ne pas tomber dans l'excès inverse et supporter ce qu'on a pu faire finalement subir aux autres pendant de longs mois. C'est peut-être aussi une forme de petite philosophie qu'on peut se donner à chacun. Et puis je te conseille aussi d'essayer. Tu verras, tu seras pas mal.
J'attends l'arrivée de Jean-François à la rédaction pour m'y mettre moi aussi. Et tu as raison de parler de la tolérance et de l'intolérance parce que c'est vrai qu'on l'a tous vécu dans notre entourage. Et je vais pouvoir arrêter dans pas longtemps, Jean-François, parce que tu vas bientôt débarquer du côté de la rédaction de Namedia pour embarquer dans une aventure fabuleuse, celle de la route du Rhum. Nous sommes à J-5 du grand départ à Saint-Malo et avec Nicolas Coute, le directeur de la télé, eh bien, vous avez préparé un dispositif exceptionnel aux petits oignons pour les fans de nautisme, pour ceux qui vont vouloir suivre cette Route du Rhum édition 2022. Raconte-nous un petit peu ce dispositif exceptionnel sur NATV, Jean-François. Eh bien, en quelques mots, hein, on va un peu teaser, comme on dit dans notre jargon. On va commencer, alors pour rappeler d'abord, il faut rappeler les choses. Le grand départ officiel, c'est dimanche à 13h02 de l'ensemble des bateaux. Mais les bateaux sortent, on va dire, du port au fur et à mesure, sur tout le week-end, donc dès vendredi. Donc nous, sur la TV, on va dès vendredi prendre l'antenne pour des émissions spéciales de plusieurs heures où on pourra suivre en direct la sortie de ces... c'est même pas des navires, c'est complètement exceptionnel. On l'a déjà dit la semaine dernière quand on était ensemble à l'antenne. Donc on pourra vivre sur nos antennes effectivement pendant 3 jours tout cela, et après, une fois que la course sera bien partie, on fera, Benjamin, une quotidienne tous les jours d'1 heure jusqu'au 20 novembre, et on pourra suivre les exploits des François Gabard et autres, et puis aussi de tous les néo-aquitains qui participent à cette formidable transat de la liberté, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc on pourra faire vivre ça avec des reportages au quotidien. Nicolas Coute, tu l'as cité, notre directeur sera en Guadeloupe et pourra nous faire suivre de l'île là-bas, et bien les réactions des principaux staffs. On aura des invités particuliers tous les soirs, des points sur la météo, parce que c'est important, bien sûr. On aura des réactions à chaud et des reportages, des portraits de tous les navigateurs importants. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de belles images, en espérant que tout se passe bien pour ces aventuriers, parce qu'il y a un risque, hein. C'est comme quand on est en haute montagne, il y a des risques forcément. Donc on espère que tout se passe bien pour les 138 participants. Il y a 5 catégories de bateaux, on le rappelle, 138 participants. C'est une première, c'est la première fois qu'il y a autant de marins qui prennent le large, et donc on espère que tout se passera formidablement bien pour tout le monde, et on sera là au cœur de l'action, bien sûr, tous les jours en direct pour vous faire vivre cette formidable aventure qu'est la route du Rhum. Un bon moyen d'ailleurs, Benjamin, pour arrêter de fumer, c'est peut-être faire du bateau d'ailleurs, cela étant. Exactement, et on sera à fond derrière les skippers de Nouvelle-Aquitaine. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour les fans de voile qui veulent déjà tout savoir de la route du Rhum. Ce soir, dans le Nasport Show, autour de Gaël Millon, il y aura une émission spéciale depuis Saint-Malo, depuis le port de Saint-Malo. Vous allez vous régaler, il y aura plein d'invités, plein d'infos sur cette route du Rhum édition 2022. Merci beaucoup Jean-François. Merci Benjamin, à bientôt. Et bon courage à Jean-François pour ce mois sans tabac, l'arrêt de la cigarette. Vous êtes très nombreux, on le sait, en région Nouvelle-Aquitaine, à avoir pris la décision d'arrêter le tabac. N'Actu, ça continue dans un instant avec l'actualité politique, cette fois de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez voir les interventions de nos députés du côté de l'Assemblée nationale à Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. C'est N'Actu comme tous les soirs de la semaine et vous êtes sur NATV. Ne bougez pas. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial. Demandez plus à vos documents. NATV vous donne rendez-vous pour le départ de la route du Rhum les samedis 5 et dimanche 6 novembre dès 11h. Un dispositif exceptionnel avec des invités, les dernières infos et les images incroyables du départ. Il est évident que quand on gagne la route du Rhum, ça marque. C'est une course qui a lieu tous les 4 ans, donc il faut réussir à mettre son nom sur la liste des vainqueurs, ce qui n'est pas facile. Un homme ou une femme qui part seul sur un bateau, ça émeut, ça fait rêver, ça impressionne. La course s'est fait sa légende. La première en 78, un petit trimaran qui double un grand monocoque, voilà, de quelques secondes, c'était assez magique. On sait que c'est une course qui est dure, qui peut être très dure. Et puis on est quand même seul sur des engins incroyables, voire des monstres. Donc, ça impressionne. La quotidienne Océanos spéciale Route du Rhum est à retrouver du lundi au vendredi de 21h à 22h sur NATV
Et de 18h à 19h le week-end pour tout savoir en direct de cette course mythique. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial, demandez plus à vos documents. Everial, demandez plus à vos documents, vous a présenté la route du Rhum 2022 destination Guadeloupe. De retour dans Actu sur NATV, la toute dernière ligne droite de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décortiquer l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour terminer l'émission, on va décortiquer l'actualité politique. Direction l'Assemblée nationale où avait lieu hier en première séance une discussion autour du projet de loi de finances concernant l'écologie et le développement durable avec pas mal d'interventions de députés de Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, cette séance était présidée par la députée du Lot-et-Garonne, Hélène Laporte, qui, vous le savez, est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le premier député de la région Nouvelle-Aquitaine à intervenir est un autre député du Lot-et-Garonne, c'est Michel Lozana. On regarde tout de suite son intervention. La parole est à monsieur Michel Lozana, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le programme 205 rassemble les crédits visant d'une part à prévenir et lutter contre les risques en matière de sécurité maritime et de pollution marine, et d'autre part à former au métier de la mer et de les soutenir économiquement. L'action 43 du programme 203, qui est incluse dans le champ du rapport spécial Affaires maritimes, finance quant à elle essentiellement les dépenses de dragage des ports appartenant à l'État. Le budget des affaires maritimes pour 2023 est un budget de cohérence et de stabilité. Cohérent, car il répond aux objectifs énoncés par le président de la République aux Assises de la mer, assurer la nécessaire transition écologique et accroître la compétitivité du secteur maritime français. Stable, car les crédits du programme 205 affichent une quasi-stabilité dans le PLF, s'établissant à 247 millions d'euros en autorisation d'engagement et 241 millions d'euros en crédit de paiement. La quasi-stabilité des crédits, en dépit du contexte inflationniste qui touche particulièrement les dépenses du programme, notamment les carburants pour les navires de l'administration, montre un effort budgétaire certain pour contribuer à la maîtrise de la dépense publique, ce qui est une attitude responsable. Certains investissements ont ainsi été décalés sans que ce report ne fasse courir de risques aux actions de l'État en matière maritime grâce aux précédentes augmentations importantes dont le programme 205 avait bénéficié et au fonds du plan de relance qui continue à concourir aux investissements du programme. La diminution des crédits de l'action 43 résulte de l'arrêt du financement du dispositif de pénibilité portuaire fin 2022, jusqu'alors budgété sur la sous-action 4304 pour un montant de 5 millions d'euros. La subvention allouée aux grands ports maritimes pour financer leurs dépenses de dragage reste stable, elle, à 93 millions d'euros. En particulier, le programme 205 poursuit le financement de 2 dispositifs de soutien à la flotte de commerce qui permettent aux armateurs d'être exonérés de toute cotisation sociale et de ne verser ainsi à leurs employés que leur salaire net de toute charge sociale. Il s'agit de dispositifs qui sont essentiels pour maintenir la compétitivité des armateurs français dans un contexte extrêmement concurrentiel et alors que certains d'entre eux ont été fragilisés par la crise sanitaire. La taxe au tonnage est également un dispositif essentiel. Je rappelle, puisqu'elle a fait l'objet de critiques ces derniers temps, qu'il s'agit d'un dispositif adopté par quasiment tous les pays en Europe qui n'est pas toujours avantageux pour les armateurs, car leur activité est extrêmement cyclique et une grande majorité des bénéfices qu'ils réalisent sont réinvestis notamment dans la décarbonation du transport maritime, un objectif que je crois nous partageons tous. J'ai été alerté pendant les auditions sur l'insuffisance de contrôle du dispositif dit l'état d'accueil.
qui oblige un navire battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales françaises à appliquer pour tous ses équipages un socle minimal de réglementation sociale inspiré du droit du travail français. Il faut évidemment combattre les conditions de travail ne respectant pas les principes élémentaires et lutter contre la concurrence déloyale que subissent les armateurs français de ce fait, alors que le nombre de contrôles réalisés semble pour le moment insuffisant. Le gouvernement m'a indiqué que les contrôles seraient renforcés dès 2023 en débutant par les navires en lien avec l'éolien en mer. L'École nationale supérieure maritime est l'unique opérateur du programme. Elle délivre la formation supérieure préparatoire aux carrières d'officiers de marine marchande. Sa subvention pour charges de service public se maintient à un niveau élevé, 24,3 millions d'euros, supérieur de 6 millions d'euros à celui d'il y a 2 ans. Cette école s'est en effet vue attribuer par le Fontenoy du maritime l'objectif de doubler le nombre d'officiers de marine marchande diplômés d'ici 2027, pour faire suite à une forte demande en ce sens exprimée par les armateurs français. J'ai cependant été alerté par l'école sur l'insuffisance de son plafond d'emploi. Il est évident qu'une hausse du nombre d'élèves formés nécessite une hausse du nombre de professeurs. J'ai moi-même déposé un amendement en ce sens, Monsieur le Ministre, et espère que nous trouverons un consensus pour relever le plafond d'emploi de l'école, l'ENSM. Ainsi, nous avons donc un cap clair pour notre politique maritime. Par conséquent, je suis favorable à l'adoption des crédits du programme 205 et 203 que je vous invite tous à voter. Je vous remercie. Après Michel Lozana, deuxième intervention, celle de Manon Meunier, la députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne. La parole est à Madame Manon Meunier du groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, d'après le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, la réponse de la France pour lutter contre le réchauffement climatique est insuffisante. Le secteur des transports, qui représente 30% des émissions nationales, doit, je cite, fortement accélérer son rythme de réduction. Et pour ce faire, je cite encore, les financements ne sont pas assurés dans la durée. Il ne semble pas que notre gouvernement en ait tiré un enseignement au vu de ce projet de loi des finances. Pas de hausse significative des crédits en faveur du ferroviaire. Notez pourtant que la France a un potentiel magnifique. Notre réseau ferroviaire existant est riche. Plus de 90% des Françaises et des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. Nous pourrions investir massivement pour la réouverture des petites lignes du quotidien qui ne sont plus entretenues aujourd'hui. Nous pourrions proposer la réouverture des 100 gares et haltes qui ont été fermées depuis 2017 pour assurer une fréquence plus élevée des trains pour que ces lignes soient effectivement utiles et empruntées. Nous pourrions également sortir de la logique croissante du tout numérique et réassurer la présence d'agents dans les gares pour que tout le monde puisse accéder à des titres de transport avec facilité. Nous pourrions même développer le formidable levier du fret ferroviaire. Mais pour cela, il faudrait accepter de sortir de la logique libérale dans laquelle le gouvernement persiste à s'enfermer. Il faudrait accepter que ce ne sont pas les lois du marché qui vont nous sauver, mais bien un service public du train financé par l'État et de qualité. Au cours du dernier quinquennat, ont été investis en France 45 € par an par habitant de la part de l'État dans le réseau ferroviaire. À titre de comparaison, la France en investit 124, ce qui lui permet de mettre en place des tickets à 9 € par mois qui lui donnent accès à l'ensemble du réseau. En outre de la question écologique, ce sont donc bien sûr aussi des investissements sociaux. Car avec la crise énergétique que nous traversons, redonner des moyens de transport peu chers, accessibles sur nos territoires ruraux, permettrait à chacun de se déplacer sans subir de plein fouet la hausse des prix de l'essence. Mais votre gouvernement a préféré s'engager sur des projets d'autoroutes privées. Au total, 18 milliards pour des projets routiers contestés, dont des autoroutes privées, donc payantes, donc inaccessibles financièrement pour les habitants locaux qui ne pourront débourser 10 € par jour supplémentaires pour faire des allers-retours quotidiens de 30 km. Et en attendant, c'est de l'argent public qui part financer des structures privées comme Vinci ou Eiffage, par exemple. C'était la ligne lancée sous Jean Castex. Et ça tombe bien puisqu'Emmanuel Macron a décidé de le faire nommer président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et même maintenant de la RATP. Donc votre logique libérale va pouvoir continuer sur sa bonne lancée.
Et n'oublions pas l'autre volet de notre discussion de ce matin, les affaires maritimes. L'océan est notre premier poumon. Grâce au phytoplancton, il produit 50% de l'oxygène que nous respirons. La préservation de l'équilibre des écosystèmes marins est donc indispensable à la vie sur Terre. Et la France a un grand rôle à jouer dans la préservation de nos océans. Nous sommes la deuxième zone économique exclusive du monde. Nous sommes responsables de plus de 11 millions de kilomètres carrés de surface océanique. Nous devons donc d'être à la hauteur de la surveillance en matière de pollution marine, du contrôle des obligations internationales, de la protection de notre environnement marin. Or, vous avez fait le choix d'amputer de 4 millions d'euros la surveillance et la sûreté maritime. Michel Galliot, climatologue, président de Limousin Nature Environnement, a dit lors d'une conférence « Les politiques ont commencé à s'emparer de la question écologique le jour où ils se sont rendus compte qu'il allait être plus coûteux de réparer les dommages causés par le changement climatique que d'investir pour en atténuer les dégâts. » C'était en 2006, grâce à une étude de Nicolas Stern, ancien président de la Banque mondiale tout de même, qui montrait qu'investir 1 euro pour le climat, c'était en économiser 5. Cela a permis d'accélérer les discussions sur la question du changement climatique et c'est très bien. Maintenant, je crois qu'il faudrait, si vous le voulez bien, que nous passions à l'étape supérieure, que nous arrêtions de seulement nous intéresser à et que nous préférions passer aux actes. Il faudrait arrêter de justifier une politique austéritaire par la gravité de la dette qui se trouve au-dessus de nos têtes et de celle des générations futures, comme vous aimez le faire. Ce seul argument ne peut pas tenir. Déjà parce que la préservation du cadre de vie et d'un environnement sain et durable pour ces générations futures devrait primer sur le maintien d'un système économique capitaliste désuet, mais aussi si l'on souhaite garder votre logique économique pure. Ne pas investir massivement aujourd'hui pour la transition écologique, c'est devoir payer encore plus massivement demain pour en assumer les dégâts. C'est donc s'endetter largement sur l'avenir. Or, au sein de ce projet de loi des finances, je ne perçois pas une logique d'investissement sur l'avenir. Je ne vois pas non plus de planification écologique financée qui crée de l'emploi, etc. Non. Je vois juste, comme Madame Borne nous l'avait promis, la continuité de ce qu'il s'est passé sur ces 5 dernières années. Il est temps d'assurer et d'assumer la révolution écologique. Je vous remercie. Et la dernière intervention dans Actu ce soir concernant les députés de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est celle de Florence Lasserre, la députée de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. La parole est à Madame Florence Lasserre du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Il y a 4 jours, le président de la Commission environnement du Parlement européen confirmait une décision historique, celle de la fin des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Cet acte fort, largement soutenu et défendu par la France, s'inscrit dans la droite ligne de notre objectif de réduire à 0 les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe. Cet accord envoie un signal fort à l'industrie et aux consommateurs. L'Europe prend le virage de la mobilité sans émissions. Cette nouvelle décision intervient en même temps que le lancement du premier projet d'exploitation de mines de lithium en France, annoncé il y a tout juste une semaine. Ce projet offre une solution pérenne de décarbonation tout en augmentant notre souveraineté et celle de l'Europe en réduisant nos importations. Nous serons bien évidemment vigilants à ce que ces exploitations respectent les normes du nouveau code minier. Grâce à ce gisement, c'est près de 34 000 tonnes de lithium qui pourront être extraites pendant 25 ans et ainsi 700 000 véhicules équipés en batterie par an. Ces nouvelles s'accompagnent d'aides conséquentes de l'État pour encourager les ménages à accélérer le verdissement de leurs véhicules, que nous saluons et nous encourageons vivement. Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique qui passe à 7 000 € pour les ménages aux revenus les plus modestes, mais aussi la prime à la conversion qui sera automatiquement renforcée de 1 000 € lorsque les bénéficiaires habitent ou travaillent en ZFEM, un prêt à taux zéro qui sera également proposé à partir du 1er janvier 2023 pour 2 ans d'expérimentation dans les métropoles qui dépassent les seuils. Ainsi, à titre d'exemple, un ménage très modeste qui souhaiterait acheter un véhicule électrique d'occasion d'une valeur de 10 000 € pourrait bénéficier de 1 000 € de bonus écologique, d'une prime à la conversion de 5 000 € si son autonomie est supérieure à 50 km et d'une majoration de cette prime à la conversion à hauteur de 1 000 €. Le reste à charge serait donc de 3 000 € qui pourrait être financé par le prêt à taux zéro dans les territoires en dépassement de seuil. Si l'électrification de nos véhicules est indispensable, la sobriété est notre priorité. Dans le secteur des transports, elle s'applique notamment par le recours au transport public. Pour cela, l'investissement doit se poursuivre afin que les transports collectifs puissent être une solution du quotidien pour le plus grand nombre.
C'est ce que ce projet de loi de finances fait en notre sens. En poursuivant les trajectoires définies par la loi d'orientation des mobilités, avec une hausse du soutien aux fret ferroviaires et le développement de nouvelles lignes ferroviaires. Rappelons également que le plan de relance est toujours d'actualité, en soutien à la régénération des réseaux notamment, mais aussi pour encourager l'usage du vélo. La modernisation des infrastructures est également nécessaire. Notons qu'un montant exceptionnel de 2,7 milliards d'euros de taxes affectées plafonnées est mis à disposition de l'AFITF pour financer ces projets. Concernant le budget dédié aux affaires maritimes, nous y accordons une attention toute particulière car c'est de la compétitivité et de l'attractivité de l'emploi maritime et du pavillon français dont il s'agit. Si ce projet de loi de finances maintient les crédits alloués par rapport à 2022, le plan de relance apporte un soutien supplémentaire non négligeable, près de 175 millions d'euros pour le verdissement des ports, 25 millions pour celui de la flotte de l'administration, 25 millions pour la modernisation des crosses et 44 millions pour transformer la pêche et l'aquaculture. Je partagerai ici quelques réflexions de mon collègue Jimmy Pahin. Les armateurs français ont engagé leur transition énergétique en faisant le choix du gaz naturel liquéfié, seule alternative aujourd'hui, mais qui ne peut être que transitoire puisqu'elle ne réduit les émissions de CO2 que de 20%. Il faut donc continuer à développer d'autres alternatives, parmi lesquelles la propulsion vélique auxiliaire. Le vent est immédiatement disponible et en quantité. Utilisé en complément de la propulsion principale, le vent permettra de faire d'importantes économies d'énergie. C'est là toute l'utilité du dispositif d'amortissement fiscal que nous avons voté sous le mandat précédent. Mais au-delà de cette mesure, comme la filière hydrogène, le VELIC doit pouvoir bénéficier d'un véritable plan d'investissement et d'un soutien stratégique de l'État. Nous l'appelons de nos vœux. Enfin, sur la SNSM, nous regrettons la tentative de politisation de la rapporteure pour avis du Rassemblement national concernant le sauvetage en mer, en opposant l'assistance aux pêcheurs à celle des migrants. Dans la Manche, par exemple, le sauvetage des migrants en détresse par la SNSM ne représente plus que 30% des opérations, les services de l'État l'ayant soulagé dans ce domaine. Je le dis donc à nos collègues du Rassemblement national, les sauveteurs en mer ne font pas de politique. Ils accomplissent courageusement leur devoir de marin. Accomplissons le nôtre en les soutenant au maximum et en votant ces crédits aujourd'hui. Je vous remercie. Nactus est désormais terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que toutes les émissions de NaTV sont disponibles en replay sur la page YouTube. Dans un instant, place au Nasport Show avec du football, une grosse page rugby, mais également du hockey sur glace. Je vous souhaite une très bonne soirée. Restez avec nous sur NaTV.